Lorsque 2022 et un jeune taureau sont apparus mutilés au Chili en 2022, nombreux sont ceux qui se sont signés. L'affaire était particulièrement étrange. Les animaux n'avaient ni les globes oculaires ni la langue. L'intérieur de leur cavité buccale semblait brûler, et ce n'était que le début. Ils présentaient également de petites marques près du cou et leur corps était vide de sang. Alors que de nombreux policiers et journalistes se demandaient devant les micros des médias ce qui pouvait bien se passer, les plus anciens de la population savaient que ce n'était pas nouveau. Il s'agissait d'une créature avec laquelle ils avaient déjà eu affaire il y a longtemps. Quelques jours plus tard, d'autres animaux morts sont apparus sur des terres proches de Campo La Aurora. Le tableau était tout aussi énigmatique. Tous avaient été attaqués pendant la nuit et personne n'avait rien entendu. Comment était-il possible que celui qui faisait cela puisse agir avec autant de discrétion? Pourquoi même les chiens de garde ne donnaient-ils pas l'alerte? Beaucoup de chiens, en fait, étaient retrouvés tremblants et cachés, comme s'ils avaient vu quelque chose contre quoi ils avaient décidé de ne pas se battre, sachant peut-être qu'ils n'avaient aucune chance de survivre. Quelques semaines plus tard, des éleveurs de la commune de Colchane se sont mobilisés, furieux, après que plus de 50 jeunes lamas et alpagas aient été attaqués selon le même mode opératoire. À ce moment-là, alors que les autorités et les professionnels étaient plongés dans la plus grande incertitude, les habitants ont décidé de prononcer à voix haute ce nom qu'ils redoutaient tant. Mais ne nous précipitons pas. Quelle a été l'origine de ce mythe? Comment s'est-il répandu sur toute la carte? Quelles explications donnent la science et les croyants au paranormal? Quel est le lien entre cet être et les mystérieux cas de bétail mutilé? Quelles preuves existe-t-il de son existence? Comment a-t-il autant marqué la culture populaire? Quels ont été les témoignages les plus marquants de ces dernières années? Expériences génétiques, créatures extraterrestres, créatures mystiques? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons plonger dans le sombre et curieux cas du Chupacabra. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écrire « créature » juste en dessous. Si nous avons plus de 2000 personnes écrivant « créature » dans les commentaires, nous allons faire un nouveau reportage sur certaines de ces créatures étranges qui rôdent dans la cryptozoologie. Je vous informe, au cas où vous ne seriez pas au courant, que nous avons déjà fait plein de vidéos comme ça dernièrement. Nous avons fait des vidéos sur le Bigfoot, le diable du New Jersey, le Thunderbird, nous en avons déjà sorti plusieurs. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les regarder. Je vais évidemment vous laisser le lien à la fin de cette vidéo aussi, pour que vous puissiez aller le consulter. Et je vous invite à laisser des suggestions pour de futures vidéos. Ça peut être, par exemple, si vous voulez le monstre du Loch Ness, ou si vous en avez un autre en tête, écrivez-le ci-dessous, commençons. En raison de la nature étrange de ces cas, il est souvent très difficile de trouver du matériel pour illustrer ce type de vidéo. Commençons. Avec environ 3,2 millions d'habitants, Porto Rico est un archipel qui est défini comme un territoire non incorporé des États-Unis. C'est un endroit avec une histoire et une culture riche, connu pour ses plages, ses montagnes, ses forêts tropicales et une vie nocturne vibrante. Pour toutes ces raisons, Porto Rico est une destination touristique populaire, avec un accès facile depuis de nombreuses villes. Les gens qui y vont reviennent avec des cartes postales dignes d'un film et des expériences où les fêtes et les bons moments abondent. Cependant, Porto Rico est aussi le berceau et le point de départ d'un événement qui allait changer à jamais la narration du folklore latino-américain. Tout a commencé en 1995, plus précisément en mars. À un moment donné de ce mois-là, 8 moutons ont été retrouvés morts à Canovanas, un village de la région nord-ouest. Leur corps était raide, comme si quelque chose les avait vidés de leur substance. Le plus troublant était la méthode. 3 incisions nettes sur la poitrine, sans une seule goutte de sang sur le sol. Si l'on se fiait au corps, la mort avait été terrible. Mais la scène où reposaient les cadavres était impeccable. C'était un contraste pour le moins glaçant. Comment pouvait-on accomplir un tel massacre sans transformer le tout en un tableau désagréable rempli de sang et de boyaux? Il n'y avait aucune trace, aucun signe de lutte, seulement la mort et le silence.
Les habitants du coin, habitués aux récits de sorcellerie et de superstition, cherchèrent des explications dans des rumeurs ancestrales. Avait-il, sans le vouloir, provoqué la colère d'une force supérieure? Une divinité pouvait-elle les punir de manière exemplaire? Et, si tel était le cas, qu'avait-il fait pour provoquer une réaction aussi brutale? Certains soutenaient qu'il ne s'agissait pas de la main des dieux qui se manifestait, mais de celle d'hommes aveuglés par la haine. Y avait-il un ennemi caché parmi eux? La mort de ces animaux, surtout dans une région d'élevage, a représenté un coup dur pour une partie de la population. De cette façon, la tension n'a pas tardé à monter. Et si tout cela était l'œuvre d'un éleveur local qui essayait d'éliminer la concurrence par des méthodes non conventionnelles? À vrai dire, à ce stade, personne ne pouvait être sûr de quoi que ce soit. Il y a eu des accusations peu fondées, des demandes de protection dans les églises voisines et des assemblées improvisées. Au milieu de cette atmosphère surchauffée, une femme nommée Madeleine Tolentino s'est présentée devant ses voisins. Et avec une voix un peu brisée mais un regard défiant, elle a dit qu'elle savait ce qui s'était passé. De plus, Madeleine a assuré qu'elle avait vu le responsable en action. Personne n'était capable d'imaginer ce que la femme allait raconter, pas même ceux qui, avec crainte, avaient adhéré aux explications les moins conventionnelles. Le récit de Madeleine, en gros, a laissé tout le monde stupéfait. Selon son témoignage, les moutons avaient été attaqués par un être à l'apparence de reptile, avec de grands yeux sombres, des mains griffues et une peau verdâtre. Il s'agissait d'un être mesurant environ 1,40 m et portant des épines acérées qui sortaient le long de son dos. Et pas seulement ça. Madeleine a assuré que la même créature était responsable de la disparition de plus de 150 animaux domestiques près de son village. Au cours des dernières années, l'histoire ne tarda pas à se répandre. Et même si certains l'ont immédiatement rejetée en la jugeant invraisemblable, beaucoup d'autres sont restés sur leur garde. Et ils se sont montrés prêts à affronter cette chose, quoi qu'elle soit. Les gens montèrent la garde la nuit dans leurs champs. Personne ne voulait être le prochain à retrouver son bétail décimé. On ne sait pas très bien qui a donné son nom à la bête. Selon une rumeur très répandue, le coupable serait Silverio Pérez, humoriste, écrivain, orateur motivateur, chanteur, musicien et ingénieur chimiste portoricain. Silverio est un auteur consacré et une figure emblématique de la télévision et de la radio dans son pays. À plus d'une occasion, l'homme a rappelé le moment où ils ont reçu à la station de radio où il travaillait le récit d'un voisin effrayé qui racontait que ses chèvres avaient été retrouvées mortes. Voulant atténuer le côté dramatique de l'expérience, Silverio avait improvisé un commentaire amusant, comme il en avait l'habitude. Il avait dit à l'auditeur qui avait appelé de reprendre contact si le chupacabra réapparaissait. L'affaire a suscité quelques rires, puis l'émission a pris une autre direction. Si ce qui est raconté est vrai, c'est à ce moment-là qu'on a donné un nom à l'un des cryptides les plus discutés de ces dernières années. Le chupacabra était là pour rester et son influence n'allait pas tarder à s'étendre bien plus que quiconque aurait pu l'imaginer. La route du chupacabra. Le terme chupacabras ne se répandrait pas seulement dans toute la région, mais finirait par prendre une importance mondiale. Ce qui a suivi fut une épidémie de panique paranormale. En l'espace de quelques semaines, des dizaines d'animaux ont été retrouvés morts dans des conditions similaires à celles de ces premiers moutons. Toujours avec des blessures précises, sans sang, sans bruit, comme si un prédateur invisible menait une mission chirurgicale. Les voisins ne se contentaient plus de surveiller depuis leurs fenêtres et ont commencé à former des patrouilles nocturnes. Parmi tous ceux qui parcouraient les nuits avec des torches et des armes à feu. Les paroles de Madeleine ont commencé à avoir un impact profond. Se moquer de la description que la femme avait faite de la créature. En plein jour, c'était une chose, mais lorsque la lune apparaissait et que les ombres s'allongeaient, cela ne semblait plus aussi drôle. Peu à peu, mais sans interruption, d'autres témoins commencèrent à apparaître. Certains affirmaient avoir vu la créature sauter comme un kangourou, d'autres disaient qu'elle volait. Personne n'avait de preuves, mais tous avaient une terrible certitude. La terre, qui jusqu'à il y a quelques mois leur apportait subsistance, nourriture, travail et refuge, maintenant
présentait une énigme fascinante mais dangereuse, puissante. Qu'est-ce qui se cachait entre les arbres et les herbes? Quels étaient ces bruits dans la grange? Ces hurlements venaient-ils d'un coyote ou de quelque chose d'autre? Est-ce que ça rôdait dans les environs? Comme c'est souvent le cas avec les mythes puissants, le Chupacabra ne s'est pas limité à Porto Rico. La rumeur, telle une infection, a franchi les frontières. Dans différentes régions du monde, de plus en plus de cas ont commencé à être signalés. C'était comme si le monstre avait un passeport diplomatique pour l'hystérie collective. Quelle force une histoire doit-elle avoir pour se répéter dans différents pays, avec différentes cultures, avec des légendes différentes? Dans le cas du Chupacabra, cette force a été sa capacité létale. Alors que d'autres créatures, comme Bigfoot ou le monstre du Loch Ness, ont un comportement passif. Dans la plupart des cas, avec le Chupacabras, la situation était inverse. Sa présence était constatée justement par les dégâts qu'il causait, et ces dégâts allèrent se faire sentir au Mexique à peine un an plus tard, en 1996. Jusqu'à présent, la figure du Chupacabras avait su s'immiscer dans le quotidien, mais lorsqu'il a pris l'empreinte mexicaine, tout est devenu incontrôlable. C'est là qu'allait se produire ce qu'on a appelé l'ère de la terreur médiatique. Alors que la crise économique secouait le Mexique, les journaux télévisés ont commencé à couvrir un phénomène terrifiant. Dans les communautés rurales du nord du pays, les paysans se réveillaient et découvraient les mêmes scènes dantesques qui, quelques mois plus tôt, avaient envahi Porto Rico. Des chèvres égorgées, des vaches dont les organes internes avaient été extraits et des volailles dont il ne restait que les plumes. Les témoignages se sont accumulés à une telle vitesse que les journaux télévisés ont commencé à consacrer leur créneau principal à cette affaire. De cette façon, le Chupacabra devenait une véritable célébrité. Son engouement était tel à cette époque que beaucoup croient encore qu'il s'agit d'un animal autochtone de ces terres. Le cas le plus connu pendant ces mois terrifiants s'est produit à Navojoa, Sonora. Plus de 30 chèvres ont été retrouvées mortes en une seule nuit. Les vétérinaires ont tenu de longues réunions et ont échangé leurs avis, tandis que les doutes ne cessaient de grandir. Les réponses étaient floues. Rien qui puisse aider à calmer le tumulte qui s'était créé. Le Chupacabra est devenu une tendance avant même que ce concept n'existe. On en a parlé dans Primaire Impacto, Alarma Télévision et sur Televisa, mais pas comme une blague ou une simple exagération, mais comme une menace réelle. La perplexité se lisait sur le visage de tous les citoyens qui, faute de meilleures options, ont commencé à laisser des offrandes à l'animal. On combat un vampire avec de l'ail et des pieux, un loup-garou avec des balles en argent, mais que faut-il pour combattre un Chupacabra? Par précaution, les prêtres ont commencé à protéger le bétail avec des prières et de l'eau bénite. Les milices communautaires ont pris les rues. Il s'agissait de jeunes effrayés qui essayaient de paraître courageux, à peine armés d'outils pour labourer la terre. D'après ce qu'on disait, l'armée mexicaine avait dû intervenir dans certains villages. On disait que des camionnettes officielles avaient réquisitionné les cadavres, tandis que des hommes armés de fusils demandaient aux habitants de ne pas parler à la presse. L'État couvrait-il des attaques d'un cryptide ou cachait-il simplement une vérité plus dérangeante? Avant que cette question ne puisse être abordée en profondeur, le Chupacabra fit un geste totalement inattendu. Il passa du Mexique au Texas pour continuer à provoquer des cauchemars. Chupacabra aux États-Unis. Les États-Unis, avec leur machine médiatique et leur folklore déjà bien établi, ont eux aussi adopté le Chupacabra. Mais ici, une nouvelle variante est apparue, celle du Chupacabra canin. Des créatures ressemblant à des chiens sans poils, avec une peau écailleuse et des yeux exorbités. Cela a bien sûr conduit à quelques tentatives pour donner des explications plausibles à l'entité. Selon Brent Radford, chercheur au Committee for Skeptical Inquiry et auteur du livre « Sur la piste du Chupacabra », les cas les mieux documentés d'attaque coïncident avec la présence de coyotes ou de chiens sauvages infectés par la gale sarcoptique. Cette maladie provoque chez eux une perte totale de leur pelage, une peau sèche et durcie, des yeux enfoncés et des comportements anormaux dus à la douleur et à la faim.
Mais cette théorie reste insuffisante lorsque nous sommes confrontés à l'absence de sang chez les victimes ou à des blessures extrêmement symétriques. La situation n'était pas très différente de celle que l'on vivait dans d'autres régions. D'un côté, une société qui soudainement restait paralysée face à l'idée d'être envahie par une entité inconnue. De l'autre côté, des professionnels qui apparaissaient dans les médias pour tout minimiser, mais qui s'éloignaient des populations les plus vulnérables. Quand le soir tombait. En 1997, le FBI a reçu plusieurs rapports d'observation dans des régions comme l'Arizona ou le Nouveau-Mexique. Il ne s'est pas consacré à les étudier, mais il a bien archivé ces rapports. Selon des fuites d'anciens agents, il existe au moins 5 rapports étiquetés comme intervention non conventionnelle qui mentionnent des créatures inconnues au comportement non animal. Les magazines spécialisés dans la collecte de cas peu communs ont eu le chupacabras comme vedette principale pendant de longues semaines. À cette époque, certaines preuves supposées ont commencé à apparaître. Des photos floues, des cadavres d'animaux disséqués qui ne ressemblaient à aucun autre animal connu, des séquences brumeuses de caméras de sécurité. Beaucoup étaient des canulars perpétrés pour alimenter la fascination populaire, pour vendre un exemplaire de plus, pour continuer à exploiter ce qui était un véritable succès commercial. D'autres cas sont passés à l'histoire avec un verdict plus ambigu. Il y a eu des échantillons de poils et même des dents qui ont été remis à des laboratoires, des poils et des dents trouvés sur les lieux des attaques. Des poils et des dents qui ne correspondaient pas à ceux des vaches ou des chèvres qui étaient mortes? À plus d'une occasion. Les réponses officielles étaient qu'ils étaient incapables d'identifier avec une efficacité de 100% l'origine de l'échantillon. Alors, lorsque l'affaire prenait une ampleur insoupçonnée, les témoins commencèrent à subir le même sort que leurs prédécesseurs. Beaucoup étaient visités la nuit par des personnes qui, avec des identifications douteuses, leur disaient appartenir aux forces de sécurité. Après une série de questions plutôt hostiles, ces individus finissaient par suggérer à leur interlocuteur que la meilleure chose à faire était d'arrêter de raconter ce qu'il avait vu. Nombreux sont ceux qui, loin de se laisser intimider, ont commencé à dénoncer ces actes. Le sujet a pris de l'ampleur. Pourquoi quelqu'un serait-il intéressé à ce que l'on ne sache pas quelles étaient les attaques subies par les animaux de la campagne? Encore une fois, alors qu'on commençait à enquêter sur ces questions, la créature a semé tout le monde, disparaissant du jour au lendemain. Mais bien sûr, elle avait simplement déménagé à nouveau. C'était maintenant le moment de conquérir tout le continent, et c'est ainsi que notre histoire revient à... Au début? Prochain arrêt, Amérique du Sud. En l'an 2000, Calama et d'autres localités du nord chilien sont devenues le nouveau foyer du chupacabra, qui semblait fuir ou étendre sa zone d'action avec une facilité déconcertante. Il y a eu un cas en particulier qui est resté gravé dans la mémoire collective, la ferme des Daza. Par une nuit sans lune, plus de 60 poules ont été retrouvées mortes, toutes avec une incision nette sur la poitrine. Pas une goutte de sang. Et au centre du poulailler, une tache noire circulaire, comme si quelque chose avait laissé une marque de brûlure. Le plus étrange, c'était le témoignage du fils cadet de la famille. Un garçon de 12 ans qui a juré avoir vu une créature avec des ailes membraneuses et des yeux qui brillaient dans l'obscurité, suspendue au plafond du hangar. Il l'a décrit avec une telle précision que les enquêteurs ont pensé qu'il s'agissait d'un délire provoqué par la peur. Mais quel genre de délire laisse des marques physiques? Comme si cela ne suffisait pas à déclencher l'alarme en Argentine, le chupacabra a commencé à être associé à d'autres cas encore plus terribles de mutilation de bovins. L'arrivée sur les terres du football et du tango a eu une date précise, le 21 juillet 2002. Le lieu, la Troja, province de Salta. Tout a commencé lorsque Margarita Maidana s'est rendue au commissariat pour déposer une plainte inhabituelle. Est-ce qu'il était arrivé quelque chose à ces vaches? Elle expliqua aux officiers, nerveusement, que c'était difficile à expliquer, qu'ils allaient devoir le voir en personne. Les hommes purent constater que Maidana n'exagérait pas. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, ils tombèrent sur une demi-douzaine d'animaux morts. Ils avaient été mutilés avec une précision surnaturelle. Étrangement, les prédateurs locaux ne s'étaient pas approchés des cadavres. Il n'y avait même pas de mouches. Qu'était-il arrivé aux vaches?
La surprise grandit lorsqu'ils découvrirent que cela n'était pas seulement arrivé aux vaches de Maidana. Dans les champs voisins, quelque chose de très similaire s'était produit, et dans des champs d'autres provinces aussi, Rio Negro, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Soudain, les chercheurs se sont retrouvés sur la piste d'un phénomène étrange qui ne se produisait pas pour la première fois dans le monde. Alors que les premiers rapports paraissaient dans les journaux, un groupe de pêcheurs s'est présenté pour témoigner. Ils ont dit qu'il y a 1 mois, alors qu'ils se rendaient dans une lagune de la province de Buenos Aires pour passer l'après-midi à pêcher des péjereyes, ils avaient vu quelque chose par la fenêtre. Quelque chose d'impossible à décrire. Sans qu'on les prenne pour des fous, ils ont fait un portrait robot de l'animal. Les détails correspondaient à ceux du déjà mythique Chupacabra. Les plus sceptiques ont commencé à spéculer sur la possibilité que tout cela soit une manœuvre des éleveurs, qui cherchaient des moyens ingénieux de se débarrasser de certaines de leurs vaches afin de toucher d'importantes assurances. Mais cela n'expliquait toujours pas les méthodes étranges avec lesquelles les animaux étaient exécutés. Une autre tentative d'explication évoquait une guêpe carnivore d'origine allemande, un insecte importé d'Europe il y a plus de 25 ans. Pour lutter contre les nuisibles, elle serait la cause de tout. L'insecte, connu sous le nom de veste jaune, est une guêpe dont les larves pourraient vider les animaux en quelques minutes, les découpant sans provoquer de saignement. D'autres ont attribué les massacres au chat chaqueño, une espèce qui avait migré depuis le nord dans les années 40, s'adaptant à la région. Le sujet a fait fureur pendant des mois, jusqu'à ce qu'une réponse approuvée par plusieurs scientifiques soit trouvée. Apparemment, le responsable de tout cela était un rongeur. Le Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire, a désigné le rat Sikudo Rojitso comme l'auteur des mutilations. On suppose que la population de ce rongeur avait considérablement augmenté, probablement en raison de la combinaison d'une forte humidité et de températures clémentes enregistrées ces dernières années. Bien qu'il ait été démontré que ces petits animaux, ne dépassant pas 16 cm, peuvent provoquer des infections et font preuve d'une voracité particulière. En raison des organes qui manquaient justement chez le bétail mutilé, le doute a toujours subsisté quant à cette conclusion hâtive. Une conclusion qui n'a pas été la seule à être proposée, il y en a eu d'autres, un peu plus extravagantes. Des théories, des explications. Un animal galeux? Un simple rongeur. Pour beaucoup, tout cela était une moquerie des organismes de sécurité qui, pour une raison quelconque, cachaient à quelque chose de plus grave. Dans les années 2000, 2 théories ont pris une force particulière. La première était la théorie des expériences biologiques. Plusieurs chercheurs indépendants, dont d'anciens militaires et des théoriciens du complot, ont désigné El Yunque, une région montagneuse de Porto Rico, comme le point de départ de toute cette affaire. Pour mettre les choses en contexte, El Yunque abrite une base militaire américaine en activité depuis les années 50, utilisée pour des expériences sur le radar, la météorologie et, apparemment, la biologie avancée. Selon des documents déclassifiés en vertu de la loi sur la liberté d'information, dans les années 70, des projets secrets de modification génétique d'animaux pour des environnements hostiles ont été menés. De plus, il y a le détail que les premiers rapports militaires envoyés à Washington concernant la mort du bétail étaient classifiés, ce qui n'arrive pas avec des attaques ordinaires d'animaux sauvages. La deuxième théorie soutient que la dissimulation n'est pas destinée à cacher une expérience qui aurait mal tourné, mais plutôt à dissimuler l'origine extraterrestre de la créature. Oui, certaines enquêtes soulignent que la présence du chupacabra coïncide souvent avec l'apparition de lumière dans le ciel. S'agit-il d'un prédateur venu d'un autre monde, relâché sur nos terres par des êtres d'une intelligence supérieure? Mais dans quel but? Pour voir comment il anéantit les animaux terrestres? Le lâche-t-il simplement pour qu'ils se nourrissent, puis le récupère-t-il ensuite? D'autres ufologues vont encore plus loin et soutiennent que le chupacabras est une sorte de drone biologique créé par des races extraterrestres pour extraire du matériel génétique d'échantillons. Il existe aussi la théorie qui unifie ces positions, affirmant que le chupacabra est une créature élevée par des humains grâce à une technologie extraterrestre, dans le cadre d'accords secrets signés par des gouvernements en échange de technologies. D'un autre côté, il existe une ligne de pensée qui relie le chupacabra à des entités démoniaques mineures, décrites dans des grimoires médiévaux.
Des créatures qui agissent comme des gardiens de portails interdimensionnels, ou comme des châtiments infligés à des communautés qui ont rompu des pactes sacrés. Selon certains occultistes, le chupacabra serait la manifestation d'une ancienne malédiction, un collecteur de vies animales à cause de rituels passés mal exécutés. Il a même été associé à une forme démoniaque liée à d'anciens cultes mésoaméricains. Dans l'autre coin du ring, ceux qui sont moins attirés par ces idées ont élaboré d'autres explications possibles. Par exemple, que les créatures de Porto Rico étaient en réalité des macaques rhésus, qui se déplacent généralement en utilisant leurs pattes arrière. Ces singes faisaient l'objet d'expériences à Porto Rico à cette époque. Il pourrait donc s'agir d'un groupe qui se serait échappé. Une autre théorie des sceptiques, largement acceptée, trouve son origine dans la fiction. Cette théorie avance que les gens ont imaginé des choses après avoir vu un film d'horreur extraterrestre qui est sorti à Porto Rico à l'été 1995. De quel film parlons-nous? De Espèces? Dans le film, l'actrice Natasha Henstridge a des épines dans le dos, comme celle des premières descriptions données de l'animal. Selon ceux qui adhèrent à cette théorie, les personnes ont été influencées par ce qu'elles ont vu sur grand écran. Elles auraient exagéré la rencontre avec n'importe quel animal, déclenchant ainsi une boule de neige qui deviendrait immense et incontrôlable. D'une manière ou d'une autre, peu importe ce que nous choisissons de croire, les observations du chupacabra non seulement ne se sont pas arrêtées, mais elles se sont même multipliées. En 2004, dans le comté de Coleman, au Texas, un fermier nommé Reggie Lago a capturé un animal avec un piège qu'il avait installé après que certaines de ses volailles avaient été retrouvées mortes. L'apparence de l'animal a été décrite comme un mélange de chien sans poils, de rat et de kangourou. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. Le fermier a dit l'avoir remis à la police, mais la police a affirmé que ce n'était pas le cas. Qui mentait? À la mi-août 2006, la photo d'une prétendue créature appelée chupacabra est apparue, après avoir été retrouvée écrasée sur la route suite à l'attaque de plusieurs animaux dans le Maine. Le cadavre n'a pas pu être correctement identifié en raison de son état avancé de décomposition. En août 2007, un autre cadavre est apparu au Texas. Celui-ci a été photographié et une femme de la région l'a fait empailler. Pendant un certain temps, elle l'a exposé chez elle. À tous ceux qui lui rendaient visite, elle racontait que l'animal n'était pas unique en son genre. En fait, depuis qu'elle avait celui-ci dans le salon de sa maison, d'autres créatures similaires avaient commencé à la harceler. La version officielle dit que ce que la femme exhibait si fièrement serait un croisement entre un coyote et un loup mexicain. 2 ans plus tard, un adjoint du shérif a capturé avec sa caméra un être étrange. L'enregistrement est apparu dans plusieurs émissions de télévision. Il n'a jamais été possible d'identifier ce que l'on y voit. En juillet 2010, il a été rapporté que les agents de contrôle des animaux avaient tiré sur un prétendu chupacabra dans le comté de Hood. Le même mois, un deuxième chupacabra a été abattu à quelques kilomètres de là. Les 2 cadavres ont été considérés comme appartenant à des animaux présentant une sorte de mutation. Coïncidence? Encore une fois, quelqu'un essayait-il d'effacer des preuves à fort impact? On suppose que le département des ressources de la pêche et de la faune du Kentucky a reçu en 2010 un animal qui avait été chassé par un homme nommé Mark Cotren. L'endroit a toujours nié cela. Mark dit qu'ils cherchent à le discréditer pour ne pas avoir à admettre qu'ils n'ont pas pu lui donner une explication satisfaisante sur ce que c'était, avec des dents acérées et des griffes terribles. En juillet 2011, Jack Crabtree de Lake Jackson, Texas, a déclaré avoir vu un chupacabra dans son jardin. Il est ensuite revenu sur ses propos. Beaucoup disent que c'était par peur des menaces qu'il avait reçues. En 2012, il y a eu une série d'observations à Loma Hermosa, à Tepic. En 2013, une famille de la province de Santa Fe, en Argentine, a révélé aux médias qu'elle possédait le cadavre d'un petit animal, qui pourrait être le petit d'un chupacabra. Les analyses l'ont identifié comme un chat, ce que la famille affirme être impossible. Au cours des 10 dernières années, des cas comme celui-ci n'ont cessé d'apparaître encore, et pas seulement cela. Qui sont ceux qui sont sûrs que les mutilations de bétail sont liées à cet être? Ils affirment que l'origine supposée du mythe à Porto Rico serait erronée. Ils pensent que tout aurait pu commencer plusieurs décennies plus tôt.
En fait, au milieu des années 70, on a signalé du bétail mutilé dans 15 États, du Montana au Dakota du Sud, du Nouveau-Mexique jusqu'au sud du Texas. À cette époque, le sénateur démocrate du Colorado, Floyd K. Haskell, a contacté le FBI pour demander de l'aide. Dans un premier temps, les fédéraux ont fait la sourde oreille. Mais l'insistance et l'augmentation des cas ont été telles qu'ils ont dû prendre les choses en main. Et ainsi, ils ont désigné l'agent spécial Forrest Putman pour recueillir des informations. Putman a supposé qu'avec un peu de dévouement, la vérité ne tarderait pas à émerger. Mais plus le phénomène était étudié, plus tout devenait difficile. Après quelques nuits d'insomnie, Putman a remis à ses supérieurs un rapport contenant plus de questions que de réponses. Et qu'est-ce que cela signifie? Que peut-être le chupacabra est parmi nous depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginons. Conclusion. Au Mexique, le chupacabra est un symbole des années 90 et de la peur imposée par la télévision. Beaucoup pensent que cela a été un excellent bouc émissaire pour qu'à un moment de forte tension sociale, l'attention du public puisse être détournée vers d'autres sujets. D'autres pensent qu'à ce jour, il faut continuer à faire attention. Évidemment, il y a aussi du merchandising qui se vend et le chupacabra a profondément marqué la culture populaire. Pour ne citer que quelques exemples, des livres, des jeux, des films lui ont été consacrés et il a même été enquêté par Mulder et Scully eux-mêmes. À Porto Rico, c'est une blessure ouverte, un traumatisme collectif devenu mythe sur Internet. C'est à la fois un mème et une creepypasta. Il s'agit d'un phénomène qui a su se réinventer et qui est devenu synonyme d'un monde qui garde encore ses mystères. Pour beaucoup, le chupacabra est peut-être le premier cryptide de l'ère mondialisée. Il est né dans l'oralité paysanne, mais il a été élevé par les médias, ce qui ne signifie pas qu'il soit domestiqué. Comme toujours, il est probable qu'à la fin du chemin, nous découvrions que derrière cette énigme, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, mais plusieurs qui coexistent en même temps. Peut-être expliquer le chupacabra est-il bien plus complexe que ce que nous pensons. Et bientôt, nous continuerons à recueillir des indices qui finiront par devenir des pièces de ce gigantesque puzzle. La grande question est, quelle image verrons-nous à la fin? Même s'il serait peut-être plus prudent de nous demander, sommes-nous sûrs de... Vouloir le savoir?